Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous allons vous parler du sommeil et des ondes électromagnétiques, donc les connexions qui se font et possiblement des remèdes, si on peut appeler ça comme ça. Nous sommes avec le docteur Paya, donc qui est spécialiste de la douleur, qui est médecin entre autres et qui est vraiment un puits de science. Donc merci d'être là. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Alors, commençons directement dans le vif du sujet. Donc, on va parler du sommeil. En général, quels sont les troubles du sommeil et quel traitement on va proposer aux patients quand on n'arrive pas à dormir? Les troubles du sommeil, donc on peut les classer en 2 ou 3 catégories. Bon, il y a les troubles d'endormissement qui sont quand même ceux qui font que souvent on ne consulte pas. Il y a les troubles qui sont les micro-réveils ou les réveils pendant certaines périodes dans la nuit. Et puis, il y a tous les troubles qui sont associés aux pathologies du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil. Et donc, en général, pour les traiter, classiquement, les médecins utilisent soit des sédatifs, soit des hypnotiques, dont la plupart ont des effets secondaires parce que l'effet continue à durer durant la journée et peut poser des problèmes de coordination, de conduite automobile, de concentration, de troubles de la mémoire, puisque certaines de ces molécules, quand elles sont utilisées depuis plus de 3 semaines, créent vraiment une addiction. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses sur le marché, des choses naturelles qui peuvent fonctionner? Ce qu'il y a eu de nouveau, en France, la mélatonine que beaucoup de gens se procuraient sur Internet en achetant à l'étranger, en particulier aux États-Unis, est devenue légale. Donc, on trouve des compléments à base de mélatonine qui sont dosés à 1 mg, qui sont en vente libre, et la mélatonine à effet prolongé à 2 mg, qui est prescrite sur ordonnance médicale, donc pour des troubles qui sont mis en évidence par le neurologue, le spécialiste du sommeil. La mélatonine, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça a intéressé les hommes depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, quand on a commencé à décrire la glande pinéale, qui est cette petite glande qui a une forme de pomme de pin, d'où son nom, et qui a été décrite par Hérophile d'Alexandrie. Ensuite, on a eu au IIIe siècle après Jésus-Christ Galien, le grand anatomiste, qui l'a décrit, à la Renaissance Vésale. Et puis, on a eu tout un tas de personnages qui en ont parlé. Pascal, en faisant le 3e œil, mais pas comme un centre de vision, pas comme un chakra tel qu'il est connu dans la mythologie hindoue, mais en faisant le centre de l'âme, dans sa dualité corps-esprit. À partir de là, on a commencé à identifier la mélatonine en 1954. Il y a eu tout un tas. Et il y a un dermatologue qui travaillait sur le vitiligo, c'est-à-dire cette maladie qui fait des taches chromatiques où il y a des gens qui perdent la pigmentation de la peau, qui s'appelait les Denner en 1962, qui a prescrit cette mélatonine et qui fait que cette mélatonine, ces malades dormaient. Il a commencé à poser des questions, puis les travaux ont démarré à partir de ce moment-là, et on sait aujourd'hui que la mélatonine a des propriétés très particulières. Alors, elle est sécrétée comment, la mélatonine? Mesdames, en général, vous avez plus de chances que nous pour en avoir parce que ça démarre du tryptophane. Et l'attaque sur la tablette de chocolat est quelque chose qui favorise l'apport de tryptophane. Il y a un sage qui avait dit que la sagesse des femmes se résidait dans leur faculté à consommer du tryptophane, c'est-à-dire du chocolat, quand nous nous plaignions. Donc, tryptophane, 5-hydroxytryptophane, et on arrive à la sérotonine, qui est un des médiateurs antidépresseurs. Et cette sérotonine, on sait aujourd'hui, au vu des troubles dépressifs qui existent, qu'il y a vraiment un déficit. Et ce n'est pas parce que les gens prennent des médicaments antidépresseurs dans la catégorie des recapteurs de la sérotonine qu'on a une amélioration de la fabrication de mélatonine. Donc, on a vraiment des problèmes pour avoir de la sérotonine. Je vais développer un petit peu plus tard quand on verra les effets des ondes sur la sécrétion de mélatonine. Et à partir de là, parler des propriétés de la mélatonine. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, la première chose, c'est mélatonine et sommeil. Elle est sécrétée en fonction d'éclairement. Et on sait tous qu'en Suède ou dans les pays nordiques aujourd'hui, les gens, avant d'aller bosser en hiver, se descendent dans le local commun dans l'immeuble et se mettent devant une lampe qui leur apporte de la lumière blanche pour leur faire sécréter de la mélatonine. Donc, c'est une sécrétion qui est réglée par la lumière ambiante. Donc, plus de dépression sur les pays nordiques parce qu'il y a moins de mélatonine. La relation a été faite.
Ce qui est important aussi, c'est que cette sécrétion de mélatonine va caler toutes les sécrétions des hormones, cortisone, etc., et de l'immunité. Donc, un déficit de mélatonine va avoir des effets sur toute une partie de la régulation du corps. Et en particulier, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les centres thermorégulateurs et les centres cardiovasculaires sont sous la dépendance de la mélatonine. Alors, on verra les conséquences que ça a après. Reproduction aussi. À une absence de mélatonine, ça fait qu'on a une diminution de la reproduction. Et on sait aujourd'hui que la chute de la mélatonine chez les adolescents, enfin chez les préadolescents, permet le passage à l'adolescence parce qu'elle fait apparaître la puberté. Et à partir de 12-14 ans, la mélatonine descend et vers 70 ans, un homme de 70 ans a 10% de la mélatonine qu'à un adolescent et on se retrouve dans une situation où il aura obligatoirement beaucoup plus de troubles du sommeil. Alors souvent on dit que les gens ont besoin de moins de sommeil, il y a des gens qui dorment 5-6 heures, mais en fait, c'est le déficit de mélatonine qui favorise le manque de sommeil. Alors que si on dormait beaucoup plus longtemps, on aurait beaucoup moins de facteurs de vieillissement. C'est la troisième possibilité, elle intervient dans les phénomènes de vieillissement. Alors, la démonstration directe n'a pas été faite, mais bon, comme toujours en science, on a pris des rats, on a détruit la pinéale. Ceux chez qui la pinéale était détruite avaient 10 à 15% de vie en moins, et ceux chez qui la pinéale fonctionnait bien avec un bon niveau de mélatonine vivaient 10 à 15% de plus. Alors, il y a une autre action qui est très importante, c'est l'action antitumorale. Donc, ça a été montré sur les cancers en général, ça a été montré sur le cancer du cerveau. Et on sait aujourd'hui la relation qu'il y a entre l'utilisation de téléphones portables et l'apparition d'un certain type de tumeurs qui ont flambé depuis 15 ans. Et on a le problème du cancer du sein, avec une relation directe qui avait été faite, par exemple, entre l'utilisation du sèche-cheveux chez la coiffeuse et le cancer du sein du côté où elle séchait le cheveux à cause du champ émis par le sèche-cheveux. Voilà. Une action immunomodulatrice, c'est-à-dire que on est en train de parler d'immunité avec la crise du coronavirus, et en fait, le fait d'être exposé fait que nous n'avons pas tous des réactions différentes. Et plus votre immunité fonctionne bien, moins vous avez de risques de développer la maladie. Et ça, c'est un phénomène général. Et ensuite, la mélatonine est la protectrice de la barrière hémato-encéphalique qui est ouverte par les ondes. Et c'est parce que la mélatonine baisse, en fait, c'est une dérelation directe. Et cette barrière hémato-encéphalique empêche toutes les cochonneries qui peuvent être dans le sang, métaux lourds, bactéries, virus, etc., d'arriver dans le cerveau. On a vraiment une neurohormone qui a des possibilités énormes et qui peut être employée, rajoutée pas simplement pour dormir, mais le fait de resynchroniser le sommeil, ça va avoir une action générale sur l'intégrité de l'organisme. Quand j'ai parlé des centres thermorégulateurs, la chute de mélatonine, c'est aussi une des indications dans les troubles de la thyroïde. Et c'est pour ça que quand on donne à une femme un traitement pour la thyroïde et qu'elle continue à avoir froid, c'est parce qu'on ne s'est pas préoccupé de sa mélatonine qu'on n'a pas réglé. Est-ce que vous pouvez...